Regarde-toi. Au moins maintenant, tu as un peu de couleur. Tu as l'air aussi fané que son amour pour toi. Le vin rouge m'a atteint la poitrine avant même que je ne voie le verre basculer. Ma demi-sœur, Clotilde, ne s'est pas excusée. Elle se tenait là dans sa tenue de maison sur mesure, souriant tandis que la tache sombre s'étalait sur la seule robe noire que je possédais. Autour de nous, le brouhaha de la réception funéraire s'est instantanément éteint. Ne reste pas là à dégouliner, Élodie. Ma belle-mère, Bérénice, a lancé depuis son arrière. Elle m'a poussé un lourd plateau en argent dans les mains. Si tu vas ressembler au personnel, tu ferais mieux d'agir comme tel sert le champagne. Les invités ont soif. Avant de vous raconter exactement comment j'ai effacé ce sourire de son visage pour toujours, laissez un commentaire et dites-moi où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. La porte de la cuisine s'est refermée derrière moi, coupant le bruit de la fête comme une guillotine. L'air ici était frais, stérile et sentait le produit de nettoyage au citron, le parfum de ma vie depuis 5 ans. Je me suis dirigée vers l'évier, j'ai attrapé une bouteille d'eau gazeuse et j'ai commencé à frotter la tache de vin sur ma poitrine. Ça ne bougeait pas. La marque rouge restait là comme une cible. J'ai regardé mon reflet dans le réfrigérateur en acier inoxydable. J'ai 25 ans. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise que j'ai obtenu la nuit tout en changeant les bouteilles d'oxygène de Papy Arthur le jour. Mais pour les gens dans l'autre pièce, je ne suis qu'Élodie, le reste gênant d'un mariage qu'ils veulent oublier. Pendant des années, je me suis posé la question que toute victime se pose. Pourquoi? Pourquoi Bérénice était-elle si cruelle? Pourquoi Clotilde, qui avait la beauté, l'argent et la liberté, ressentait-elle le besoin de me faire trébucher dans les couloirs et de renverser du vin sur ma seule robe? Étais-je vraiment si peu aimable? Étais-je vraiment juste un fardeau? J'ai arrêté de frotter. La réponse ne me concernait pas. Elle n'a jamais été à mon sujet. C'était l'illusion du parasite. Papy Arthur était l'hôte. Bérénice et Clotilde étaient les parasites. Elles se nourrissaient de son argent, de son statut et de son nom. Mais les parasites ont une peur instinctive profonde du système immunitaire. Elles détestent tout ce qui leur rappelle qu'elles ne sont pas le corps lui-même. J'étais le système immunitaire. J'étais celle qui lui coupait les ongles, qui lui lisait les rapports du marché et qui lui tenait la main lorsque les cauchemars de morphine s'installaient. J'étais la seule à le faire sourire sans demander un chèque après. Elle ne me détestait pas parce que j'étais incompétente. Elle me détestait parce que j'étais le miroir reflétant leur propre laideur. Chaque fois que Papy me regardait avec amour, cela leur rappelait que leur lien avec lui n'était que transactionnel. Pour survivre à cette vérité, elle devait m'abaisser. Elle devait faire de moi le personnel pour pouvoir se sentir comme les maîtres. C'était une nécessité psychologique pour elles. Si j'étais humaine, elles étaient des monstres. Donc, je ne pouvais pas être humaine. J'ai regardé la robe ruinée. Laissez-les profiter de leur illusion 1 heure de plus. Laissez-les penser que cette tâche me définit. Elles pensaient me briser en me faisant les servir. Elles ne réalisaient pas qu'elles me donnaient simplement une place au premier rang de leur propre chute. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. L'avocat, un jeune collaborateur nerveux nommé Thibaut, devait lire le testament dans 10 minutes. Je ne m'attendais pas à de l'argent. Je ne m'attendais pas à une maison. Papy et moi avions réglé nos comptes bien avant son dernier souffle. Mais je savais une chose avec certitude. Arthur Sterling n'a jamais rien fait sans un plan. J'ai lissé le devant de mon uniforme taché, soulevé le plateau en argent de flûte à champagne et je suis retourné dans la fosse aux lions. Les lourdes portes en chêne de la bibliothèque étaient fermées, nous scellant avec l'odeur du vieux papier et de la cupidité. L'avocat de la famille, Thibaut, était assis à la tête de la table en acajou, ressemblant à un enfant portant le costume de son père. Il a ajusté ses lunettes, ses mains tremblant légèrement alors qu'il prenait le document relié en cuir. Bérénice était assise à sa droite, déjà posée en veuve éplorée, bien que ses yeux fussent secs et perçants. Clotilde faisait défiler son téléphone. Ennuyée, je me tenais près de la porte, tenant mon plateau, invisible. Nous sommes réunis pour lire le dernier testament d'Arthur Sterling, a commencé Thibaut, sa voix mince.
La lecture s'est déroulée exactement comme il s'y attendait. À Clotilde, sa petite fille bien-aimée. Il a laissé 5 millions d'euros en espèces immédiatement accessibles. Clotilde a effectivement bâillé, a marmonné, cool, et est retournée à son téléphone. 5 millions d'euros. Rebuté d'un bâillement à Bérénice, son épouse dévouée. Il lui a laissé l'appartement à Manhattan et la jouissance de cette même demeure. Cela signifiait qu'elle avait le droit de vivre ici jusqu'à sa mort, bien qu'elle ne possède pas le titre de propriété. Bérénice a souri, un pli prédateur satisfait sur ses lèvres. C'est ce qu'il aurait voulu. Il savait que je ne supporterais pas de quitter notre maison. Notre maison ? Elle avait passé chaque hiver à Saint-Barth se plaignant des couloirs froids. Et enfin, a dit Thibaut en s'éclaircissant la gorge. Il m'a regardé, de la pitié dans les yeux. À Élodie, la pièce est devenue silencieuse. Bérénice s'est tournée, son regard fixé sur moi. Vas-y, a-t-elle encouragé. Voyons ce qu'il a laissé à la bonne. Thibaut a fouillé dans sa mallette et en a sorti une seule enveloppe fine jaunie. Elle était scellée avec du ruban adhésif. Elle ressemblait à quelque chose que l'on pourrait trouver dans un tiroir à bêtises. Il l'a fait glisser sur la table polie. Il t'a laissé ça. J'ai avancé, mes jambes lourdes. J'ai pris l'enveloppe. Elle ne pesait rien. Bérénice me l'a arrachée des mains avant même que je puisse la regarder. Elle l'a tenue à la lumière du lustre, plissant les yeux. Puis elle a ri. C'était un son rauque et aboyeur. C'est probablement ses factures médicales impayées, a-t-elle claironné. Ou peut-être une liste de tâches qu'il a oublié de te confier. Elle l'a rejetée sur la table comme si elle était contaminée. Il savait que tu étais habituée à être une servante, Élodie. Il ne t'a pas laissé d'argent parce qu'il ne t'aimait pas. Il savait que tu ne saurais pas quoi en faire. Tu n'es tout simplement pas de qualité. Les mots ne blessaient pas parce qu'ils étaient cruels. Ils blessaient parce qu'une petite partie terrifiée de moi les croyait. J'ai regardé l'enveloppe. Était-ce tout ? Était-ce vraiment comme ça qu'il me voyait ? Juste la fille qui changeait les bouteilles ? La petite fille qui ne valait pas un seul dollar de l'empire qu'il a bâti ? Bérénice s'est penchée en arrière, sirotant son champagne. N'aie pas l'air si tragique. Nous te laisserons rester dans les quartiers du personnel pendant quelques semaines jusqu'à ce que tu trouves un refuge. La douleur dans ma poitrine était si aiguë que je ne pouvais pas respirer. Ce n'était pas une question d'argent. J'aurais vécu dans une boîte en carton si cela signifiait d'avoir son amour. Mais ce silence venu de la tombe ressemblait à un rejet si total qu'il menaçait de m'effacer. Laisse-moi m'en débarrasser pour toi, dit Bérénice, sa voix douce comme l'huile. Elle s'est étendue sur la table, ses doigts manucurés visant l'enveloppe jaune. Les déchets appartiennent aux poubelles, Élodie. Nous ne voulons pas que tu accumules des ordures dans la maison. Cela attire les rats. Pour la première fois en 5 ans, mon corps a bougé avant mon cerveau. J'ai attrapé l'enveloppe sur la surface en acajou avec une rapidité qui nous a surpris toutes les deux. Ma chaise a crissé sur les planches du plancher alors que je me levais. Ne la touche pas, dis-je. Ma voix était basse, tremblante, mais elle ne sonnait plus comme celle de la servante obéissante. Elle sonnait comme un avertissement. Bérénice a reculé, sa main en suspens dans les airs. Excusez-moi ? Vous venez de hausser la voix contre moi dans ma propre maison ? Je m'en vais, dis-je. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai tourné les talons et je suis sorti de la bibliothèque, serrant le fin carré de papier contre ma poitrine comme si c'était un bouclier. Derrière moi, j'ai entendu Clotilde glousser. Laisse-la partir, maman. Elle veut probablement aller pleurer dans le garde-manger. Elle n'avait pas tort sur l'endroit, mais elle se trompait sur les larmes. Je ne suis pas allé dans ma chambre. Je suis allé au garde-manger du majordome, une pièce étroite sans fenêtre entre la cuisine et la salle à manger où j'avais passé des milliers d'heures à polir l'argenterie. C'était le seul endroit de ce vaste manoir qui semblait sûr. J'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli déchirer le papier en rompant le seau. J'ai fait glisser le contenu sur le comptoir froid en granit. Ce n'était pas une facture.
Ce n'était pas une liste de tâches. C'était une seule fiche Bristol blanche. Dessus, à l'encre qui semblait avoir été appuyée fort, il y avait 10 chiffres. Un numéro de téléphone et en dessous une seule phrase dans l'écriture dentelée inimitable de Papy Arthur, appelle quand les loups montrent les dents. J'ai fixé les mots. Le souffle a quitté mes poumons d'un coup. Il savait. Il savait exactement ce qu'elle ferait. Il savait que Bérénice se moquerait de moi. Il savait que Clotilde essaierait de m'effacer. Il ne m'avait pas laissé cette enveloppe comme une insulte finale. Il l'avait laissée comme une arme. Il ne m'avait pas abandonné. Il m'avait armé. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon tablier. L'écran était fissuré. Clotilde l'avait fait tomber d'une table la semaine dernière, mais il fonctionnait encore. J'ai composé le numéro. Il a sonné une fois. Cabinet Sterling. Une voix a répondu. Ce n'était pas Thibaut, le jeune collaborateur nerveux dans la bibliothèque. Cette voix était profonde, rocailleuse, et commandait un respect instantané. C'était la voix d'un homme qui mangeait des requins au petit déjeuner. Je connaissais cette voix. C'était Monsieur Sterling, le conseiller juridique principal de tout l'Empire Sterling. Il était le plus vieil ami de Papy et l'avocat plaidant le plus redouté de l'État. Bérénice essayait d'obtenir un rendez-vous avec lui depuis des mois, mais il ne rappelait jamais ses appels. « Bonjour », ai-je murmuré. C'est Élodie. Il y a eu une pause à l'autre bout. Un silence lourd et significatif. « Je sais qui c'est », a dit Monsieur Sterling. Son ton n'était pas dédaigneux. C'était respectueux. J'ai l'équipe de sécurité en attente, et les documents de transfert sont sur mon bureau. J'attendais votre appel, Madame la Présidente du Conseil. Le monde a basculé sur son axe. Madame la Présidente du Conseil, qu'avez-vous dit? Le titre de propriété et les actions de contrôle du groupe Sterling ont été transférés dans une fiducie anonyme il y a 6 mois, a-t-il dit, parlant vite et clairement. Vous êtes l'unique bénéficiaire et l'exécutante de cette fiducie. Vous possédez l'entreprise. Vous possédez les actifs. Et surtout, Élodie, vous possédez la maison dans laquelle vous vous trouvez. J'ai regardé la porte du garde-manger. De l'autre côté, Bérénice buvait du champagne qui m'appartenait, assise sur une chaise qui m'appartenait, célébrant une victoire qui n'existait pas. « Êtes-vous prête à prendre votre place à la tête de la table » a demandé Monsieur Sterling. J'ai essuyé la dernière larme sur ma joue. C'était la dernière larme que je verserais pour ces gens. « Oui, dis-je. Je suis prête. Entrez. » J'ai poussé la porte du garde-manger et je suis retournée dans le couloir. Mon reflet dans le miroir du couloir a attiré mon regard. Je portais toujours l'uniforme de femme de chambre. J'avais toujours la tache de vin sur la poitrine. Mes cheveux étaient toujours tirés en un chignon sévère de servante, mais quelque chose derrière mes yeux avait changé. La fille qui sursautait au son de la voix de Bérénice avait disparu. À sa place se trouvait la PDG de l'Empire Sterling. Je suis entrée dans la bibliothèque. L'atmosphère était épaisse de cupidité autocongratulatoire. Clotilde était déjà en ligne, cherchant des voitures de luxe. Bérénice était au téléphone, se vantant probablement auprès d'une de ses amies des hantons à propos de l'appartement de Manhattan. Quand elle m'a vue, Bérénice n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a simplement tendu sa flûte de champagne vide dans ma direction, claquant des doigts. Enfin, dit-elle, sa voix lasse. Remplis-la, Élodie. Et essaie de ne pas en renverser cette fois. Ce tapis est en soie. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pris le verre. Je me suis juste tenue à la tête de la table, directement en face d'elle. Non, dis-je. La pièce est devenue silencieuse. Bérénice a baissé lentement son téléphone. Ses yeux se sont plissés. Excusez-moi? Vous venez de me dire non? J'ai dit non, dis-je. Ma voix était calme, ferme et assez forte pour atteindre les coins de la pièce. J'ai fini de vous servir, Bérénice. Bérénice s'est levée, son visage virant à une nuance dangereuse de rouge. Petite sangsue ingrate.
Tu penses que parce que ton grand-père t'a laissé un bout de papier, tu peux développer une colonne vertébrale? Pars. Sors de ma maison avant que la sécurité ne te mette dehors. Cela ne sera pas nécessaire, une voix profonde a tonné depuis l'entrée. Les doubles portes se sont ouvertes. Monsieur Sterling est entré, flanqué de 4 hommes en costume sombre qui dégageaient une autorité très différente de la sécurité événementielle que Bérénice avait engagée. Thibault, le jeune avocat, est presque tombé de sa chaise. Monsieur Sterling, a couiné Thibault. Je ne savais pas que vous veniez. Bérénice avait l'air confuse. Qui est-ce? Monsieur Sterling l'a complètement ignoré. Il s'est dirigé droit vers moi, s'est arrêté et a légèrement incliné la tête. Madame la présidente du conseil, le périmètre est sécurisé. Votre équipe est prête, présidente du conseil. Clotilde Harry, un son nerveux et aigu. De quoi parle-t-il? C'est la femme de chambre. Monsieur Sterling s'est tourné pour leur faire face. Il a ouvert un portefeuille en cuir noir et a posé un seul document sur la table. Il n'était ni jaune ni vieux. Il était net, blanc et estampillé du sceau officiel de l'État. Ceci est un acte de transfert, a annoncé Monsieur Sterling, sa voix remplissant la pièce. Exécuté il y a 6 mois. Arthur Sterling a transféré tous les biens immobiliers, y compris ce domaine, et 90% des actions avec droit de vote du groupe Sterling, dans une fiducie anonyme. Bérénice a levé les yeux au ciel. Alors, qui contrôle la fiducie? Mon mari me l'a évidemment laissé gérer. Non, Madame Sterling, a dit Monsieur Sterling, son sourire mince et acéré comme une lame de rasoir. Il ne l'a pas fait. Le seul fiduciaire et bénéficiaire est Élodie Sterling. Bérénice s'est figée. Elle a regardé le document, puis moi, puis de nouveau le document. C'est illégal. Il n'aurait pas pu. Je suis sa femme. Je vous ai donné l'appartement et l'argent comme indemnité de départ, Bérénice, dis-je en m'avançant. Il voulait s'assurer que vous étiez à l'aise pendant votre départ. Mais il ne m'a pas fait confiance avec son héritage. Il m'a fait confiance. C'est ma maison. Bérénice a crié, frappant la table de sa main. J'ai des droits. En fait, dis-je en prenant la bouteille de champagne qu'elle avait réclamée. J'ai versé le liquide coûteux sur le tapis en soie qui l'inquiétait tant. Vous êtes des invités dans ma maison, et vous avez dépassé votre bienvenue depuis un moment. Bérénice avait l'air d'avoir reçu une gifle. Elle a fixé l'acte, sa poitrine se soulevant, son visage un masque de plâtre s'effritant, mais ensuite un sourire lent et malveillant s'est étalé sur ses lèvres. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver une barlache dans la cage. Joli essai, a-t-elle feulé. Elle a plongé la main dans sa pochette et en a sorti la copie du testament que Thibault lui avait donné. Elle a tourné la page 4, ses mouvements vifs et saccadés. Tu te crois si intelligente, petite fille. Mais tu as oublié la clause de jouissance. Elle a claqué son doigt sur le papier. Lis ça. Paragraphe 7. Indépendamment du transfert de propriété, Bérénice Sterling conserve la jouissance de la résidence principale pour la durée de sa vie naturelle. Elle a relevé le menton, les yeux flamboyants. J'ai le droit légal de rester ici jusqu'à ma mort. Tu possèdes peut-être la maison, Élodie, mais tu ne peux pas me déloger. Je vais vivre ici et te rendre la vie infernale. Monsieur Sterling n'a fait que hocher la tête. Elle avait raison sur le papier. La jouissance signifiait que Papy avait promis qu'elle ne serait jamais sans abri. Et elle prévoyait d'utiliser cette clémence comme une arme. Bérénice a crié à la sécurité de partir, prétendant que nous étions les intrus. Pendant un instant, elle avait gagné. Mais les narcissiques ne s'arrêtent pas quand ils gagnent. Ils détruisent. Son regard s'est fixé sur le vase Ming, l'objet le plus précieux de la pièce. Avant que je puisse l'arrêter, elle l'a attrapé et l'a jeté par terre. Il s'est brisé comme un coup de feu, des éclats glissant sur le marbre. Elle a souri narquoisement, s'attendant à des larmes. Au lieu de cela, Monsieur Sterling a calmement tourné une nouvelle page et a lu à voix haute. La jouissance de Bérénice était conditionnelle.
Tout dommage délibéré à la collection Sterling la rendait nulle et non avenue. Le vase était l'article numéro 1. 4 caméras ont tout enregistré. Les droits de Bérénice se sont évaporés. Elle était maintenant une intruse. La panique a remplacé la fureur alors que la sécurité la maîtrisait. J'ai ordonné de la faire sortir et d'appeler la police pour destruction criminelle. Elle s'est débattue, criant qu'elle possédait la maison, mais c'était fini. Clotilde a déguerpi. La porte s'est refermée et la paix est tombée dans la pièce comme un air purificateur. Sterling a finalisé le transfert. Quand ils sont partis, j'ai fouillé parmi la céramique brisée et j'ai trouvé un Polaroid caché. Papy me tenant bébé avec un message au dos. Mon plus grand trésor. Les larmes venaient non pas de la perte, mais du soulagement. Papy ne m'avait pas laissé un vase. Il m'avait laissé la preuve d'amour et d'appartenance. J'ai versé le champagne de Bérénice, j'ai levé un verre d'eau à la lune et j'ai murmuré, à nous, papy, et aux ordures qui s'occupent d'elles-mêmes. La liberté avait un goût froid et